aux portes d'Islamabad, un homme est en résidence surveillée. Le destinataire des détonateurs de Giza, Abdelkader Khan. Cet ingénieur métallurgiste formé en Hollande est le père du programme nucléaire pakistanais. Un programme ultra secret, initié à la fin des années 70, et destiné à contrer l'Inde, l'ennemi héréditaire, déjà détenteur de l'arme nucléaire. Des compagnies turques ont travaillé pour le programme nucléaire pakistanais pratiquement dès le début du réseau A.Q. Khan. David Albright est un expert international de la prolifération nucléaire. Un homme qui connaît la face cachée de la bombe pakistanaise et le rôle de plaque tournante joué par la Turquie dans le marché noir nucléaire. La Turquie est un membre de l'OTAN, c'est proche de l'Europe. Les exportations vers la Turquie sont généralement peu surveillées. Du coup, des produits ont pu être réexportés vers le Pakistan. Le plus frustrant dans cette affaire, c'est que le gouvernement américain était au courant de ce genre de pratiques depuis le début. C'est scandaleux. La vérité, c'est que les États-Unis ont largement trempé dans tout ça. Ils ont aidé A.Q. Khan et le Pakistan à acquérir la bombe atomique. Tout au long des années 80, la CIA suit une à une les étapes qui conduisent le Pakistan à la bombe. Mais l'administration Reagan ferme les yeux sur le Pakistan et les pays qui l'aident. A.Q. Khan et son programme sont alors intouchables. Les États-Unis avaient des hommes à eux dans le programme nucléaire pakistanais. Les Pakistanais s'approvisionnaient plutôt ouvertement. Ils communiquaient par téléx, par téléphone. Tout cela était intercepté par la National Security Agency. En 1998, le Pakistan procède à son premier essai nucléaire. Abdelkader Khan devient le héros national. Le père de la bombe pakistanaise. Celle que les fondamentalistes appellent désormais la bombe islamique. C'est du donnant-donnant. Rappelez-vous, dans les années 80, le but était de défaire les Russes en Afghanistan. Et pour ça, il fallait s'appuyer sur le Pakistan voisin. L'administration Reagan a donné au Pakistan tout ce qu'il réclamait. Le pire est à venir. À un moment donné, A.Q. Khan et ses collaborateurs ont pris la décision de vendre leur technologie des centrifugeuses et même leurs armes nucléaires. Khan propose sa technologie à des régimes amis. Arabie Saoudite, Libye, Corée du Nord, Iran. L'acheteur devient vendeur. Vers la fin des années 90, au tournant des années 2000, le réseau A.Q. Khan a échappé à tout contrôle. Ils avaient des hommes dans un pays, mais qui opéraient dans un autre pays, achetant dans un autre pays encore et réexpédiant sans cesse les marchandises. Début 2004, une énorme opération de police internationale ébranle le réseau A.Q. Khan, le plus grand réseau de prolifération nucléaire de l'histoire. Les principaux lieutenants d'A.Q. Khan sont arrêtés, parmi eux plusieurs hommes d'affaires turcs. And to put an end to its criminal enterprise, A.Q. Khan has confessed his crimes, and his top associates are out of business. La Maison-Blanche ne pouvait espérer plus beau succès d'image. Pourtant, Khan est loin d'avoir livré tous ses secrets. Le Pakistan refuse obstinément que les Américains interrogent le héros déchu. Il est bon de rappeler que le réseau A.Q. Khan est toujours en activité. Les Pakistanais n'ont jamais arrêté. Rien ne s'est arrêté. Les officiels, les généraux impliqués ont même été récompensés pour ça. Et les États-Unis ont laissé faire. Selon certaines indications, des éléments ont atterri chez Al-Qaïda, à l'époque où les talibans contrôlaient l'Afghanistan. C'est encore sujet à discussion, mais il se pourrait que des proches d'A.Q. Khan, des agents du programme nucléaire pakistanais, aient fourni une assistance à Al-Qaïda. Marché noir nucléaire entre la Turquie et le Pakistan. Néoconservateurs travaillant pour des intérêts turcs et israéliens. Multinationales de l'armement et sociétés écran. En 6 mois au FBI,
la petite traductrice de Washington, a joué dans la cour des grands. Il y a beaucoup de gens impliqués dans cette affaire. Plus d'un, plus de 5 ou 10. Plusieurs pays sont concernés. Et il n'y a pas un grand secret unique qui pourrait se résumer en une phrase ou en un mot. Depuis une vingtaine d'années, une autre femme est sur la piste du marché noir nucléaire. Cette piste l'a conduite du Pakistan à la Turquie, sur cette antique route de la soie. Une route où se côtoient aujourd'hui l'héroïne et les armes, le pétrole et le gaz. Le visage de cette femme, l'Amérique n'aurait jamais dû le connaître. En juillet 2003, des fuites en provenance de la Maison-Blanche conduisent à la publication dans la presse de son nom et de celui de son employeur. Cette femme s'appelle Valerie Plame. Elle travaille dans l'unité de contre-prolifération de la CIA. Le scandale Plame devient très vite l'affaire Plame. Révéler l'identité d'un agent de renseignement est un crime fédéral. Qui a osé? I and my former CIA colleagues trusted our government to protect us as we did our jobs. That a few reckless individuals within the current administration betrayed that trust has been a grave disappointment to every patriotic American. Pour les médias américains, cette fuite avait pour but de déstabiliser le mari de Valerie Plame. L'ambassadeur Joe Wilson est le premier à avoir dénoncé publiquement le mensonge de Bush sur les armes de destruction massive en Irak. Lorsque l'affaire Plame devient publique, on apprend également le nom de la société qu'elle utilise comme couverture. Plame travaillait sous couvert de la société Brewster Jennings. Il se trouve que Brewster Jennings opérait en Turquie. En clair, la CIA pistait la Turquie pour son rôle dans la prolifération des armes nucléaires. Tout à leur chasse au scoop sur l'origine de la fuite, les médias ne relèvent pas les troublantes coïncidences entre les affaires Plame et Edmonds. Comme Sibel, Valerie Plame travaillait sur le trafic nucléaire. Comme Sibel, Valerie Plame a vu ses enquêtes s'échouer sur les bords de la mer Noire. Ce nom, Valerie Plame, m'était inconnu avant qu'il ne devienne public. Mais si vous me parlez de Brewster Jennings, c'est une toute autre question. Une question qui appelle une toute autre réponse. Mais comme vous le savez, je ne peux pas en dire plus. Je suis tenue au secret sur certains détails relatifs aux cibles des investigations du FBI. Ce que Sibel ne peut pas dire, le journal turc Hurriyet va le publier en novembre 2005. L'une des cibles de Valerie Plame et Brewster Jennings était l'American Turkish Council. Les affaires Plame et Edmonds n'en font qu'une. Je n'aurais jamais imaginé que je deviendrais un jour traductrice. Valerie Plame vient de commencer son combat judiciaire contre le gouvernement américain. Pour Sibel Edmonds, le jeu est terminé. À l'automne 2005, la Cour suprême a rejeté son dossier. En réalité, les dés étaient jetés depuis longtemps. Le sort de la traductrice a été scellé 3 ans plus tôt, à Washington, un jour d'automne. Lors d'une réunion qui se tient dans le plus grand secret, sont présents des avocats du ministère de la Justice, des émissaires du Pentagone et du département d'État, ainsi qu'un haut responsable du FBI. L'objet de cette réunion, Sibel Edmonds.